Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous présenter les travaux qui ont été menés dans le cadre du programme mondial Forest for Future de la GIZ sur une question qui est centrale pour l'initiative AFR 100, comment mieux ancrer la restauration des paysages forestiers dans les stratégies nationales climat et biodiversité, les CDN, dans les NAP, dans les NBSAP. Notre analyse a porté sur 6 pays, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Madagascar et le Togo, et a permis de déboucher sur des orientations stratégiques que je souhaite partager et discuter avec vous aujourd'hui. Je vous propose un agenda en 4 temps. D'abord, le contexte, pourquoi la RPF gagnerait à être plus étroitement liée aux planifications des conventions de Rio. Ensuite, on va parler du diagnostic, ce que révèle notre analyse comparative entre les différents pays et le niveau d'intégration de la RPF dans les stratégies nationales climat et biodiversité. Puis, on va discuter 5 orientations stratégiques qui sont le cœur de mon propos aujourd'hui. Et enfin, on abordera les perspectives pour 2026 avec la fenêtre qui s'offre à nous avec les 3 COP des conventions de Rio cette année. La restauration des paysages forestiers, ce n'est pas un objectif isolé. C'est un instrument qui peut être au service de plusieurs agendas à la fois. Les mêmes hectares restaurés peuvent séquestrer du carbone, mais aussi contribuer à l'adaptation au changement climatique. C'est l'agenda climatique dans les contributions déterminées au niveau national, mais aussi dans les plans nationaux d'adaptation. Ces mêmes hectares restaurés peuvent aider à reconstituer des habitats. Ça va donc contribuer à l'agenda biodiversité dans les SPAN. Et puis, bien sûr, ils luttent contre la dégradation des terres. La RPF est donc un même levier pour le climat, la biodiversité et les terres, et c'est bien pourquoi elle devrait être pensée en lien étroit avec les cadres des conventions de Rio. D'abord, faisons un état des lieux rapide de la situation de la RPF au niveau national en termes de présence, d'existence d'un cadre national RPF. Où en sommes-nous concrètement? Eh bien, il faut constater que sur les 6 pays analysés, seuls 2, le Bénin et Madagascar, disposent d'une stratégie nationale RPF formalisée. Tous, en revanche, ont travaillé sur la méthodologie ROAM, MEOR, et 3 l'ont appliquée au niveau national. Or, pour intégrer efficacement la RPF dans les documents climat et biodiversité, il faut d'abord un référentiel RPF national. Donc une stratégie nationale RPF nous semble être un prérequis que nous recommandons fortement pour que les pays puissent, de manière appropriée, pertinente, intégrer la RPF et les éléments de leur cadre national RPF dans les stratégies nationales climat et biodiversité. Donc nous avons passé au crible 18 documents nationaux. 3 instruments de planification pour chacun des 6 pays. Les CDN, les NAP, les NBSAP pour les 6 pays, donc ça fait 18 documents nationaux, et ce afin de mesurer l'intégration de la RPF dans ces documents, dans ces planifications nationales. La vue d'ensemble que vous avez ici, cette heatmap, vous en donne une synthèse. Les situations sont clairement contrastées. L'intégration de la RPF dans les CDN est globalement conséquente. Celle dans les stratégies biodiversité progresse. L'intégration de la RPF dans les plans d'adaptation reste, elle, plus inégale. Mais on a, comme vous le voyez, 2 grands aspects, 2 grandes thématiques qui sont sous-représentés dans les documents stratégiques climat et biodiversité. Ce sont les chaînes de valeur et les solutions de financement pour la RPF. Clairement, il y a trop peu de liens qui sont faits entre ces chaînes de valeur pertinentes pour la RPF et les mécanismes de financement pertinents pour la RPF dans les stratégies climat et biodiversité. Donc ce sont des lacunes qui sont importantes car elles diminuent la capacité de la RPF à être ensuite priorisée en termes de chaîne de valeur et en termes de mécanismes de financement. Donc ce sont deux lacunes qu'on retrouve quasi systématiquement dans les stratégies et les plans d'action climat et biodiversité. Maintenant, en termes de techniques de RPF, en termes de mesures concrètes de RPF et comment elles sont intégrées dans ces CDN, CPNA et les SPANB, eh bien, même enseignement, elles sont présentes. Euh,
On le voit, vous le voyez sur ce graphe, elles sont présentes, mais elles sont souvent mobilisées de façon sectorielle et la dimension de l'approche paysage est souvent mal prévue, mal prise en compte. Et ce qu'on remarque, c'est que le reboisement est quasi systématique, l'agroforesterie et la restauration des mangroves progressent dans ces documents, et surtout dans les stratégies biodiversité pour ces deux mesures. En revanche, la régénération naturelle assistée et les corridors écologiques, qui sont pourtant souvent très importants dans les logiques d'approche paysage, ces mesures ne sont malheureusement que peu présentes pour l'instant. Donc il y a un vrai enjeu à continuer les efforts d'éducation, de lobbying pour que ces mesures de RPF soient mieux intégrées dans ces documents stratégiques climat et biodiversité. Maintenant, j'en viens à ces deux angles morts, ces deux lacunes dont on a parlé tout à l'heure en termes de chaîne de valeur et de mécanismes de financement. Donc, pour le premier, pour les chaînes de valeur, il y a trop peu de filières dans les documents climat et biodiversité qui sont explicitement reliées à la RPF, aux objectifs de RPF. Le cacao en Côte d'Ivoire, la vanille à Madagascar, le karité, le miel au Togo sont mentionnés, le café en Éthiopie également sont cités, mais ils sont trop peu souvent rattachés aux objectifs de restauration. Le second angle mort, en termes de solutions de financement, là aussi, aucun mécanisme propre à la RPF, ou en tout cas mentionné comme étant explicitement pertinent pour la RPF, n'est cité, mentionné dans les stratégies climat et biodiversité. Et pourtant, on sait que les pays ne partent pas de zéro. Il existe de nombreux mécanismes de financement qui pourraient être pertinents, qui sont pertinents pour la RPF dans la plupart des pays analysés. Et donc, pourquoi est-ce que ce lien n'est pas davantage fait dans les stratégies climat et biodiversité? C'est aussi là aussi un angle pour le lobbying, pour une meilleure intégration de la RPF et des mécanismes associés dans les stratégies climat et biodiversité. Donc, faisons un zoom sur les financements. Notre recommandation, en lien avec, notre étude, elle tient en une phrase finalement pour les solutions de financement. Il semble important de mobiliser et d'améliorer l'existant plutôt que de créer nécessairement des nouvelles structures de financement. Les pays disposent souvent déjà de fonds environnementaux, certains d'entités accréditées auprès du Fonds vert et ou du Fonds d'adaptation, et donc il semble pertinent d'activer ces leviers et d'inscrire la RPF comme priorité d'investissement explicite dans les CDN, dans les plans d'adaptation, mais aussi dans les stratégies biodiversité. Et de mettre en avant comment ces mécanismes et ces canaux existants peuvent servir à financer la RPF en insistant sur les mécanismes domestiques et les co-bénéfices qu'ils génèrent pour le climat et la biodiversité. Autre volet important de notre diagnostic, c'est la gouvernance. Et notamment la gouvernance à travers le point focal RPF, le point focal AFR 100, qui assure le suivi des engagements RPF et la liaison avec les points focaux des conventions de Rio. C'est une fonction clé, ce rôle de point focal, mais une fonction fragile. Et fragile pour plusieurs raisons. D'abord, c'est souvent une casquette supplémentaire confiée à un agent déjà en poste avec d'autres responsabilités. Et souvent, peu de ressources, très peu de moyens sont mis à disposition du point focal RPF pour mettre en œuvre ces missions. Et ensuite, la participation au groupe de travail pour les révisions des stratégies climat et biodiversité n'est souvent pas formalisée. Souvent, elle vient d'une démarche volontaire du point focal RPF. Et de même, la participation des points focaux climat et biodiversité dans les groupes de travail pour le développement des cadres nationaux RPF n'est pas formalisée. Donc dans un sens comme dans l'autre, il manque une formalisation. Donc ça ne permet pas d'ancrer de manière systématique le rôle essentiel du point focal RPF dans les processus de définition des priorités climat et biodiversité au niveau national. Et là aussi, il y a un champ d'action important au niveau des pays pour améliorer cette situation. Maintenant, passons à des recommandations, des orientations concrètes. Ces 5 orientations que je vais vous présenter, elles partagent en fait une même ambition, de passer d'une intégration implicite de la RPF à une intégration intentionnelle de la RPF dans les stratégies climat et biodiversité. Une intégration qui soit structurée et surtout qui soit finançable
à la fin. La première orientation que je voulais partager avec vous consiste à définir la RPF, notamment au niveau national, comme un instrument climat et biodiversité à part entière. C'est un changement de posture. Il ne s'agit plus de présenter la restauration comme un programme forestier parmi d'autres, mais vraiment de l'inscrire d'emblée dans le langage et les objectifs des conventions de Rio. La deuxième orientation, c'est de créer une véritable intentionnalité dans l'alignement entre la RPF et les objectifs des planifications climat et biodiversité. Concrètement, cela pourrait signifier l'ajout dans les documents cadres nationaux pour la RPF d'un chapitre dédié à l'arrimage au processus des conventions de Rio, qui pourrait être assorti d'un calendrier de synchronisation calé sur les cycles de révision des SPANB, des CDN, des NAP et sur les COP. Et cela pourrait signifier traduire les priorités de restauration en cibles et indicateurs concrets et compatibles avec les instruments climat et biodiversité, en termes d'hectares restaurés, de tonnes de CO2 équivalent, et puis en cadrant bien, en s'alignant bien avec les cibles d'adaptation et de biodiversité. En somme, il s'agirait vraiment de parler le même langage que les conventions de Rio et de faire un effort d'alignement des objectifs du document cadre national RPF vers les documents cadres, les stratégies nationales climat et biodiversité. La troisième recommandation, orientation, elle touche à l'ancrage institutionnel de la RPF. Il s'agirait de formaliser la coordination par un décret, une note interministérielle ou des termes de référence, de sorte que le comité national RPF puisse intégrer mieux les points focaux des trois conventions de Rio, et que réciproquement le point focal RPF puisse siéger dans les task forces de révision des documents nationaux pour le climat, pour la biodiversité. Cela suppose bien sûr de d'opter le point focal d'un mandat clair et de ressources dédiées. La quatrième orientation, elle consiste à outiller l'opérationnalisation de la RPF. Une stratégie ne vaut effectivement que si elle se traduit en projets et en actions concrètes. C'est pourquoi on recommande de développer pour chaque pays un portefeuille national de 10 à 20 fiches projets RPF qui pourraient répondre aussi aux priorités climat et biodiversité. Ces fiches, ces projets, ces concepts seraient prêts à alimenter les plans opérationnels des conventions de Rio. Ça permettrait un alignement aussi en termes de plan d'action RPF et de plan d'action pour le climat et la biodiversité. Et en parallèle, évidemment, il faudrait que les pays continuent à se doter, à s'équiper, à développer des mécanismes de financement, en particulier des mécanismes domestiques, pour la mise en œuvre et pour pouvoir financer ces concepts et ces idées de projets. Alors, il y a déjà des bons exemples qui existent. Je citerai celui de l'Éthiopie, qui a développé un fonds dédié à la RPF qui s'appelle le Green Legacy and Degraded Landscape Restoration Special Fund. Donc ça, c'est un des exemples. Il y en a d'autres dans les pays analysés sur lesquels on pourrait bâtir, construire, renforcer ces mécanismes domestiques, ces fonds environnementaux qui pourraient être dédiés davantage à la RPF. Donc la cinquième et dernière orientation, elle fait en quelque sorte la synthèse des précédentes. Il s'agirait de faire de la RPF un levier de projets territoriaux finançables. L'idée est de positionner la restauration comme le cadre de projets intégrés qui génère simultanément trois types de bénéfices, des bénéfices climat, des bénéfices biodiversité et des bénéfices pour les populations, avec des revenus et des emplois locaux créés. Et c'est notamment ce profil de co-bénéfice qui rend un projet très attractif vis-à-vis des bailleurs et des investisseurs. Donc très concrètement, la clé serait de relier chaque projet à une ou plusieurs sources de financement identifiées, y compris des mécanismes domestiques, avec leurs articulations avec le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation, les mécanismes REDD+, les sources de financement de la biodiversité, les fonds d'impact, etc. Et de mettre en avant des co-bénéfices mesurables autour de business models qui permettraient justement d'attirer davantage les investisseurs et les financeurs. Maintenant, pour que ces orientations puissent se concrétiser, on propose ici une feuille de route pour réflexion. Par exemple, les points focaux RPF
pourrait être en charge en particulier de contribuer dans les task force climat et biodiversité, de renforcer l'intégration de la RPF dans les processus climat et biodiversité, de coordonner le développement de ces portefeuilles de projets dont on a parlé, le portefeuille de projets bancables, mais également de coordonner la mise en place des mécanismes de financement. Et puis de soutenir le plaidoyer sur l'importance de la RPF en lien avec les conventions de Rio. Et cela se ferait idéalement en cohérence avec les processus de révision des planifications nationales. Pour les ministères de l'Environnement, du Climat, de la Biodiversité et des Finances, reviendrait de formaliser la coordination entre les acteurs de la RPF et les processus climat et biodiversité et les acteurs engagés pour le climat et la biodiversité. Il s'agirait d'inscrire la RPF au budget et de doter les points focaux RPF des moyens nécessaires pour assurer les missions citées précédemment. Pour les comités nationaux RPF, il pourrait revenir de finaliser les documents cadres nationaux pour la RPF et de développer les portefeuilles, d'appuyer le développement des portefeuilles de projets dont on a parlé, mais également d'appuyer la mise en place des mécanismes de financement essentiels pour la mise en œuvre de la RPF. Un objectif en termes de nombre de projets pourrait être un portefeuille de 10 à 20 projets d'ici 2027 et la mise en place d'un mécanisme de financement opérationnel, un mécanisme domestique dans chaque pays d'ici 2028. Et les partenaires techniques et financiers comme la GIZ, le BMZ et les autres partenaires pourraient continuer à apporter un appui technique dans ce sens. Alors je voudrais finir cette présentation en insistant sur cette fenêtre d'opportunité cette année avec les 3 COP en 3 mois, les 3 COP des conventions de Rio, qui peuvent représenter une fenêtre d'opportunité vraiment intéressante pour faire le lobbying, pour positionner les messages clés de la RPF vis-à-vis des enjeux du climat, de la biodiversité et des terres. Donc on a la COP à Ulaanbaatar déjà en août sous le titre Restoring Land, Restoring Hope. Et puis on va avoir la COP biodiversité à Erevan en octobre, la COP climat à Antalya en novembre. Ce sont 3 rendez-vous qui pourraient être mis à profit avec un message clé, si on doit le résumer. La RPF est le levier commun de la mise en œuvre des conventions de Rio. La RPF est un allié pour atteindre les objectifs en termes de climat, de biodiversité et de restauration des terres. Alors c'est peut-être un peu tard pour la COP UNCCD. Pour les COP climat et biodiversité, on a un peu plus de temps. Ça pourrait faire du sens de commencer à imaginer des formats de side events, soit dans le programme officiel, soit à travers les pavillons qui seront présents, pour pouvoir organiser des sessions où les messages clés de l'importance de la RPF pour le climat, pour la biodiversité vont pouvoir être discutés, où on va pouvoir mettre en avant aussi des idées de projets bancables, des idées de projets concrètes, et également mettre en avant des business models et des solutions de financement qui pourraient être pertinentes. Ce serait l'occasion de peut-être rassembler des partenaires techniques et financiers, peut-être même d'organiser des formats de table ronde d'investisseurs, de donateurs, de partenaires techniques et financiers qui se rejoindraient autour de ces messages clés de l'importance de la RPF pour le climat et la biodiversité. Donc ça permettrait de renforcer les liens entre les idées concrètes pour la mise en œuvre de la RPF au service du climat et de la biodiversité et des partenaires techniques et financiers et des investisseurs. Donc j'en arrive à la fin de cette présentation et j'aimerais maintenant partager quelques questions pour la discussion. Quelles devraient être, selon vous, les priorités pour renforcer le positionnement de la RPF dans les stratégies climat et biodiversité? Quel rôle voyez-vous pour les points focaux RPF, les points focaux AFR 100 dans le futur, pour renforcer les liens entre RPF, climat et biodiversité? Et en général, comment pourrait-on mobiliser les ressources nécessaires, les moyens nécessaires pour rehausser le profil de la RPF au niveau national et assurer la bonne intégration de la RPF dans les stratégies et les plans d'action pour le climat et la biodiversité? Et je vous remercie.